L'histoire d'amour la plus extraordinaire du rock n'est pas celle que vous croyez. Freddie Mercury, l'icône flamboyante de Queen, a vécu une passion déchirante avec une femme qui n'est jamais devenue son épouse, mais qui a reçu la moitié de sa fortune colossale et qui garde encore aujourd'hui ses secrets les plus intimes, Mary Austin. Ce nom résonne comme une énigme dans l'univers du rock. Qui était vraiment cette femme discrète qui a captivé le cœur de l'un des plus grands artistes de tous les temps? Pourquoi Freddie l'appelait-il « mon seul véritable amour » alors qu'il vivait ouvertement son homosexualité? Et quel secret garde-t-elle précieusement depuis plus de 3 décennies? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va complètement bouleverser votre vision de cette légende du rock. Et avant de plonger dans cette histoire fascinante, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos révélations exclusives sur vos stars préférées. Mary Austin est née en 1951 dans le quartier populaire de Fulham, à Londres. Son enfance n'avait rien de glamour. Fille d'un poseur de papier peint et d'une femme de ménage, elle a grandi dans une famille modeste où chaque livre sterling comptait. Mais ce qui rendait son enfance véritablement unique, c'est que ses 2 parents étaient sourds. Imaginez grandir dans un monde où la communication ne passe pas par les mots prononcés, mais par les gestes, les expressions faciales, la lecture sur les lèvres. Mary a développé dès son plus jeune âge une sensibilité particulière, une capacité à lire les émotions au-delà des mots. Cette aptitude à comprendre ce qui n'est pas dit allait devenir l'une des clés de sa relation exceptionnelle avec Freddie Mercury. Rien ne prédestinait cette jeune femme discrète, réservée, presque invisible dans la foule londonienne, à devenir la confidente de l'une des plus grandes stars de la planète. Elle travaillait dans une boutique branchée de Kensington, Biba, un lieu culte de la mode londonienne des années 70. Un endroit où les jeunes artistes, musiciens et rêveurs se croisaient dans une atmosphère de créativité effervescente. C'est là, au milieu des vêtements colorés et de l'ambiance bohème, que le destin allait frapper. Un jeune homme aux dents proéminentes, aux cheveux longs et à l'énergie débordante franchissait régulièrement la porte de la boutique. Il s'appelait Farrokh Bulsara, mais le monde entier allait bientôt le connaître sous un autre nom, Freddie Mercury. L'année 1969. Le monde changeait à une vitesse folle. Les Beatles venaient de se séparer, Woodstock avait redéfini la culture musicale, et dans les rues de Londres, un jeune immigré tanzanien fraîchement diplômé d'une école d'art tentait de percer dans la musique. Freddie Mercury n'était encore personne. Il vendait des vêtements d'occasion sur un stand de marché à Kensington, juste à côté de la boutique où travaillait Mary. Leurs regards se sont croisés, et quelque chose d'inexplicable s'est produit. Mary l'a d'abord trouvé trop extraverti, trop excentrique, trop différent de tout ce qu'elle connaissait. Il était comme personne que j'avais jamais rencontré auparavant, confiera-t-elle des années plus tard. Elle, si discrète, si ancrée dans la réalité quotidienne, lui explosif, théâtral, débordant de cette confiance presque surréaliste qui caractérise les futurs génies. Mais Freddie était fasciné par cette jeune femme terre-à-terre qui ne s'extasiait pas devant sa personnalité flamboyante. Elle le ramenait à la réalité. Elle l'écoutait vraiment. Dans un monde où il commençait à être admiré, adulé même, Mary le voyait simplement comme un homme. Et ça, c'était inestimable. Quelques mois seulement après leur rencontre, ils emménageaient ensemble dans un minuscule studio londonien. Un espace si petit qu'ils devaient pratiquement se marcher dessus. Mais ils étaient heureux. Freddie répétait avec son nouveau groupe, Queen, qui venait tout juste de se former. Mary travaillait pour payer les factures. Ils vivaient d'amour, de rêves et de sandwichs bon marché. Il m'a fallu environ 3 ans pour vraiment tomber amoureuse, avouera Mary. 3 ans à apprivoiser cette tornade d'énergie créative. 3 ans à construire quelque chose de solide dans le chaos de la vie artistique londonienne. Et quand elle a finalement réalisé qu'elle l'aimait profondément, irréversiblement, leur vie était sur le point de basculer de façon spectaculaire. En 1972, Queen signait son premier contrat d'enregistrement. Le rêve de Freddie commençait à prendre forme. Mais pour Mary, cette ascension était terrifiante. Elle voyait cet homme qu'elle aimait se transformer sous ses yeux. Sur scène, il devenait un dieu, un être magnétique qui commandait les foules d'un simple mouvement de main. Un soir, Mary assiste à un concert de Queen dans l'ancienne école d'art de Freddie. Elle le regarde évoluer sur scène, totalement habité par sa musique, adulé par des centaines de fans en délire. Et elle comprend. Pour la première fois, j'ai senti, voici une star en devenir. À cet instant précis, Mary est convaincue que Freddie va la quitter, qu'elle va être remplacée par cette vie de glamour, par ses admirateurs qui se pressent pour le toucher, l'approcher, lui parler.
Après le concert, elle tente de s'éclipser discrètement, de disparaître dans la foule, de lui laisser sa gloire. Mais Freddie la rattrape. Il refuse catégoriquement de la laisser partir. À partir de ce moment-là, j'ai réalisé que je devais suivre le mouvement et en faire partie, se souviendra Mary. Elle devient alors plus qu'une petite amie, elle devient son ancre, sa réalité, la seule personne capable de le ramener sur Terre quand le tourbillon de la célébrité menaçait de l'emporter. En 1973, Queen sort son premier album. Le succès est immédiat. Le couple déménage dans un appartement plus spacieux sur Fulham Road. La vie devient progressivement plus confortable. Et Freddie, dans un geste aussi ludique que romantique, décide de demander Mary en mariage. La scène est devenue légendaire. Le jour de Noël, Freddie offre à Mary une énorme boîte emballée. À l'intérieur, une autre boîte, puis une autre, et encore une autre, comme des poupées russes. Mary, amusée mais perplexe, continue de déballer jusqu'à découvrir dans la dernière petite boîte une magnifique bague en jade. « Sur quelle main dois-je la mettre » demande-t-elle, incertaine. Freddie sourit et répond « la main gauche ». Puis il ajoute avec cette théâtralité qui le caractérise « veux-tu m'épouser » Mary est sous le choc. Elle murmure un oui tremblant. 1975 arrive. Queen sort l'album A Night at the Opera, qui contient la ballade déchirante Love of My Life. Freddie l'a écrite pour Mary, pour cette femme qu'il a aimée avant la gloire, avant l'argent, avant tout. Les paroles résonnent comme une déclaration éternelle. Le monde entier découvre cette chanson, mais seule Mary connaît le profond sens de son véritable message. Mais derrière les paillettes et les succès planétaires, quelque chose se fissure lentement. Mary commence à sentir que Freddie s'éloigne. Il rentre de plus en plus tard. Il semble absent même quand il est physiquement présent. Elle pense d'abord que c'est la célébrité, les tournées épuisantes, la pression constante. Quand je rentrais de travail, il n'était tout simplement pas là. Nous n'étions plus aussi proches qu'avant. L'intimité que nous partagions s'effiloche comme un vieux tissu. Mary ressent cette distance grandissante, mais refuse d'y croire, parce que accepter la vérité serait trop douloureux. Un jour, elle rassemble son courage et lui demande timidement s'il est temps d'acheter sa robe de mariage. La réponse de Freddie est brutale dans sa simplicité. Non. Un seul mot qui dit tout. Mary n'aborde plus jamais le sujet. Puis, en 1976, alors que Queen est au sommet de sa gloire mondiale, Freddie décide de lui parler. La conversation qui va suivre va changer leurs vies à jamais. « Je n'oublierai jamais ce moment », dira Mary des années plus tard. Freddie lui avoue qu'il est bisexuel. Mary, malgré sa naïveté qu'elle admet volontiers, comprend immédiatement que ce n'est pas toute la vérité. « Non, Freddie, répond-elle avec une lucidité déchirante. Je ne pense pas que tu sois bisexuel. Je pense que tu es gay. » Ce moment, cette révélation, elle met un terme à leur relation amoureuse physique. Mais étrangement, elle ne détruit pas leur lien. Au contraire, elle le transforme dans quelque chose de plus profond, de plus complexe, de plus puissant peut-être qu'une n'importe quelle relation conventionnelle. Mary déménage dans un appartement voisin, acheté par Freddie lui-même. Elle refuse de s'éloigner complètement, et Freddie refuse de la laisser partir de sa vie. Le seul ami que j'ai est Mary, et je ne veux personne d'autre. Nous croyons l'un dans l'autre. C'est suffisant pour moi. Ils restent inséparables. Mary continue d'accompagner Queen en tournée. Elle est dans les coulisses, sur les photos, présente à chaque moment important. Pour l'extérieur, c'est incompréhensible. Comment peut-elle rester aux côtés de l'homme qu'elle aime, mais qui ne peut pas l'aimer comme elle le voudrait ? La vérité, c'est que leur amour a transcendé les définitions conventionnelles. Freddie pouvait être gay et aimer Mary d'un amour total. Mary pouvait accepter son homosexualité sans renoncer à leur lien unique. Ils avaient construit quelque chose que le monde ne comprenait pas. Une âme sœur qui n'est pas nécessairement un amant. Pendant que Freddie s'enfonçait dans la vie excessive du rockstar, fêtes débridées, relations multiples, excès en tout genre, Mary traçait son propre chemin. Elle rencontre Pierce Cameron, un peintre. Ils tombent d'amoureux. Elle tombe enceinte. En 1990, Mary donne naissance à Richard. Freddie est le parrain. Il tient ce rôle avec un sérieux qui surprend tous ceux qui ne connaissent que sa facette excentrique. Quelques années plus tard, Mary a un second fils, Jamie. Mais Pierce Cameron vit constamment dans l'ombre de Freddie. Comment rivaliser avec un fantôme qui n'en est pas un ? Comment être à la hauteur d'un lien que même la séparation n'a pas réussi à briser ? Pierce finit par abandonner. Il disparaît de la vie de Mary. Mary se marie ensuite avec Nicholas Holford, un homme d'affaires. Le mariage dure 5 ans, avant de se terminer par un divorce.
Encore une fois, l'ombre de Freddie plane. Tous les amants de Mary lui posaient la même question. Pourquoi ne peut-elle pas te remplacer? Et Freddie répondait toujours la même chose. C'est tout simplement impossible. Pendant ce temps, Freddie vit sa propre histoire d'amour avec Jim Hutton, une relation qui durera 7 ans. Mais même Jim comprend qu'il ne sera jamais ce que Mary est pour Freddie. Personne ne le pourra jamais. En 1987, le monde de Freddie s'effondre. Il est diagnostiqué séropositif. À cette époque, le VIH est une condamnation à mort. Il n'existe aucun traitement efficace. Freddie sait que ses jours sont comptés. Il garde le secret. Seuls quelques proches sont au courant. Mary et Jim sont là, tous les deux, pour le soutenir dans cette descente aux enfers. Mary vient chaque jour. Elle s'assoit à côté de lui pendant des heures, qu'il soit réveillé ou endormi. Quand il ouvre les yeux, il sourit et murmure « Oh, c'est toi, vieille fidèle !» La maladie ronge son corps mais ne détruit pas leur complicité. Mary le soigne, le nourrit, lui tient la main. Elle est témoin de la déchéance physique de cet homme qui était une force de la nature sur scène. Elle le voit s'affaiblir, perdre son éclat, s'éteindre progressivement. Le 24 novembre 1991, Freddie Mercury s'éteint des suites d'une pneumonie liée au sida. Il avait 45 ans. Mary et Jim étaient tous deux présents lors de ces derniers instants. « Quand il est mort, j'ai ressenti que nous avions eu un mariage », confiera Mary. Nous l'avons vécu pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Tu ne pourrais jamais laisser aller Freddie à moins qu'il ne meure, et même à ce moment-là, c'était difficile. Le testament de Freddie réserve une surprise monumentale au monde entier. Il lègue à Mary Austin la moitié de sa fortune de 75 millions de livres sterling, dont sa somptueuse demeure géorgienne de Garden Lodge à Kensington, évaluée à 25 millions. Mais ce n'est pas tout. Il lui confie également une mission que seule elle pouvait accomplir. Récupérer ses cendres et les placer dans un endroit secret. Un endroit que personne ne connaîtra jamais. Mary attend 2 ans après sa mort avant d'agir. Par une nuit discrète, elle retire les cendres de Freddie de Garden Lodge. Elle les emmène dans un lieu connu d'elle seule, et elle ne dira jamais où. Il ne voulait pas que quiconque essaye de déterrer ses restes comme cela s'est produit avec certaines personnes célèbres, explique-t-elle. Les fans peuvent être profondément obsessionnels. Il voulait que cela reste un secret, et cela restera ainsi. Aujourd'hui, à 73 ans, Mary vit toujours dans Garden Lodge. La maison est restée pratiquement inaltérée depuis l'époque de Freddie. Les meubles Louis XV qu'elle a personnellement choisis pour lui sont toujours là. Les œuvres d'art, les objets précieux, tout est conservé comme un temple dédié à sa mémoire. Mais en 2023, Mary prend une décision qui choque le monde entier. Elle annonce la mise aux enchères de 1500 objets ayant appartenu à Freddie. Costumes de scène, instruments, paroles manuscrites, objets personnels. Le moment est venu pour moi de faire le choix difficile de fermer ce chapitre très spécial de ma vie, déclare-t-elle à la BBC. Je dois mettre de l'ordre dans mes affaires. J'ai décidé qu'il ne serait pas juste pour moi de garder ces objets. Si je devais vendre, je devais être courageuse et tout vendre. La vente rapporte des sommes astronomiques. Des fans du monde entier se disputent ces reliques d'une légende. Mary, qui a déjà reçu plus de 60 millions de dollars grâce au succès du film Bohemian Rhapsody en 2018, utilise cet argent pour assurer l'avenir de ses fils. Mais elle garde un secret, le plus important, l'endroit où repose Freddie. Et elle l'emportera ce secret dans sa tombe. L'histoire de Freddie Mercury et Mary Austin nous rappelle que l'amour défie toutes les définitions, qu'il transcende les genres, les orientations, les conventions sociales, qu'une âme sœur n'est pas forcément un amant, et que les liens les plus profonds survivent à tout, même à la mort. Mary Austin reste la gardienne d'un héritage, d'une mémoire, d'un amour qui a traversé les décennies. Elle est la preuve vivante que Freddie Mercury, malgré son exubérance publique, était capable d'un amour profond, fidèle et éternel. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde pour plus de révélations sur vos stars préférées. Likez cette vidéo et partagez-la pour faire connaître cette histoire d'amour extraordinaire. Et vous, que pensez-vous de cette relation unique? Laissez vos commentaires.
À très bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes sur les célébrités du monde.